Qu'est-ce qui vous amène? Je voulais vous parler en fait de mes séances orthophonistes. Est-ce que ce sont les séances orthophonie qui vous ont fait comprendre la nécessité d'approfondir un travail sur vous? J'ai toujours voulu savoir, enfin j'ai voulu avoir des choses par là-dessus, voilà. Et l'orthophoniste, c'est ça qu'elle m'a permis de comprendre. Elle m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit, moi je suis pas psychothérapeute, donc je me suis dit, ok, bon, j'avais moins peur. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme action? Voilà. Elle m'a proposé par exemple, et ça je me rappelle très bien, on est en groupe en fait, on est en groupe, on est une dizaine de personnes, et à chaque fois elle nous propose des cas, elle appelle ça des cas, où on se met en situation. Oui. Et c'est pas facile pour nous, parce que... Bon, et c'est souvent sur le lieu de travail. Donc, moi c'était par rapport vis-à-vis d'un supérieur. Donc, je dis mon problème à moi c'est comment arriver à refuser ou à négocier quelque chose vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique. Les autres patients jouaient vos partenaires, non? Alors après on choisissait, c'était à moi de choisir, ouais c'était marrant, c'est à moi de choisir qui je voulais. On se connaissait bien, au bout d'un certain temps on se connaissait bien, donc elle disait c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez travailler. Donc ça c'était au bout d'un certain laps de temps ou c'était dès le premier? Non. C'était au bout de quelques mois déjà. Donc au départ c'était un groupe de parole où chacun raconte son histoire. Et elle m'a vu en flagrant délit de me mettre en état d'infériorité, d'évaluer vis-à-vis de la personne en face de moi. Et cette personne n'était pas mon chef. Cette personne n'était pas mon chef direct, c'était juste un collègue, enfin un ami, enfin c'est pas un ami, on n'est pas des amis, quelqu'un du groupe. Vous voyez? Et là, elle m'a pris en flagrant délit, parce qu'elle m'a dit, tu as ressenti, vous avez tous vu. Elle m'a pris un peu, je faisais pas le malin, on était tous. Elle m'a dit, tu baisses la tête. Ton physique, tu baisses la tête, tu réponds pas, il y a eu un immense silence. Quand la personne t'a demandé quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, tu étais incapable de lui dire que tu n'avais pas envie de le faire. On a refait donc, quand elle voit ce qui va pas bien, on refait, et là j'ai compris que finalement il y avait peut-être une possibilité, pour répondre à votre question, de est-ce que ça donnait quelque chose. Elle m'a dit, refais ça et essaie de me faire comprendre qu'est-ce qui va pas, montre-moi tes émotions. Ça m'a fait comprendre ce truc-là quand même. Ça m'a fait comprendre. Qu'est-ce qui est venu comme émotion? J'ai essayé de ne pas faire venir trop la haine et la colère. Ah bon? C'était le but du protocole, s'interdire de faire venir une émotion? C'est pas vraiment ça, donc elle nous explique plutôt de gérer ses émotions, mais pas de les cacher. C'est un de mes gros problèmes. C'est arriver à accepter les émotions qui m'arrivent dans ma vie professionnelle et pas avoir honte. Depuis quand vous avez honte de vos émotions? En fait, moi je savais pas, j'avais honte des émotions. Je savais pas. Ça remonte à loin? Le petit garçon il avait déjà honte de ses émotions? Par exemple, moi j'étais un petit garçon, qui avait très peur. Ça fait quoi? Alors je suis le troisième enfant, d'une famille, d'une fratrie, je suis le plus petit. Donc j'ai vu passer devant la façon dont étaient éduqués mon frère et ma sœur. Et du coup je me suis protégé moi, en troisième enfant, de tout ce qui pouvait me tomber dessus au début de mon père. Mon père était l'image que j'avais de mon père quand j'étais petit garçon, là on parle quand j'avais 8 ans environ, je vous dis. 8-10 ans, et mon père il avait tendance à être assez violent. En fait, il avait ce côté assez violent. Violence verbale ou physique? En fait, les deux. Enfin, plutôt physique, plutôt physique parce que mon père il est pas issu d'un milieu très... On parle beaucoup, ou même où on écrit beaucoup. Il est plutôt... c'est un maître de l'action, c'est un ouvrier. Donc, bon, il a un peu cette maladresse là. Et donc en fait j'avais l'impression, j'avais l'impression qu'en fait c'est différent. J'ai compris ça moi tout seul.
qui frappait un peu sans faire attention. Mais pas pour faire mal. Il avait la malaise, hein, il était costaud. Hein. Un impulsif. Ouais, c'est un impulsif. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas le petit garçon à l'ombre du père encore aujourd'hui? À redouter sa peur, son impulsif. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, maintenant, mon père, je l'aime bien. Depuis quelques années, depuis 2 ans, on se revoit. Le nœud du problème, c'est ma mère, en fait. Parce que j'ai compris qu'en fait, c'est ma mère qui manipulait mon père. De quelle manière? Elle s'en servait comme une arme de l'autorité, justement, en fait. Ma mère est quelqu'un de très manipulatrice, très intelligente, dans les relations humaines. Et en fait, j'ai compris, grâce à ma soeur, ma soeur a fait une psychanalyse. Moi, je commence là avec vous, mais ma soeur, ça fait très longtemps. J'arrive plus, on va dire, aujourd'hui à parler mal de ma mère. Vous êtes en train de lui accorder des circonstances atténuantes. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et je sais que pour l'instant, je serais incapable de dire à ma mère que je l'aime. Je commence à le comprendre de mieux en mieux. En parlant à mon père. Parce qu'on se voit, on prend même de temps en temps des cafés. C'est exceptionnel dans notre famille, hein. Je tiens à vous le dire. C'est exceptionnel. De prendre un café avec son père. De se parler à deux. Ouais, à deux, en train de père. Donc de se parler vraiment. On essaye. C'est pas facile, hein. Mais en tout cas, je sens que chez mon père, une immense sensibilité. Je sens même un côté très féminin, maternel. Maternalisant, on va dire. Donc des rôles pas un petit peu inversés dans votre famille entre l'homme et la Ce qui est femme. très marrant, c'est que les rôles sont vraiment inversés. Je vous le dis tout de suite, les rôles sont vraiment inversés dans le carcan familial, on va dire occidental. Ils sont de toute façon inversés. Mon père fait le ménage. Non mais je vous dis ça, c'est marrant. Mon père fait le ménage, fait la cuisine, travaille aussi. Aussi. Ouais. Il arrive à concilier les deux, on lui demande s'il arrive à concilier les deux. Il passe l'aspirateur et il fait tout ça. Et ma mère est très feignante. Ça c'est un tout problème que j'ai. Vis-à-vis d'elle. C'est beaucoup de canapés télé, de plateaux. Pas mal. Une sieste aussi. Mais on ne peut pas lui enlever qu'elle s'occupe du linge, à l'époque où j'en étais enfant. Elle s'occupait de la lingerie. Elle aime beaucoup la lingerie. Je vois tout de suite les images de ma mère qui dépensait beaucoup d'argent là-dedans. Ça me faisait sentir mal. En gros, ce qui m'apparaît là en vous parlant, c'est que dès qu'elle dépensait quelque chose, ça me rendait mal. Pourquoi ça vous paraissait superflu comme dépense? Ouais. Et que ça aurait pu être employé à d'autres choses plus utiles? Ça, je le dis parce qu'aujourd'hui, je suis adulte. Ouais. Comme quoi? Ouais, parce qu'ils nous ont laissé tomber au moment où on a fait nos études. Après le bac, ils C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu participer C'est ça. à vos études. C'était plutôt une sorte de, chez eux, une sorte d'idée préconçue, de se dire, bon, je crois que c'est générationnel. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'avoir le bac pour un fils d'ouvrier, c'est très très bien. C'est bien assez, après, voilà. Après tu te C'est débrouilles. plus intéressant, oui. Après tu te débrouilles. Finalement, ça, c'est voilà. Ils se sont eux-mêmes censurés finalement. Enfin, ils vous ont limité par leurs propres limitations. Ils étaient eux-mêmes prisonniers de leurs propres limites finalement. Mais eux, ils n'en ont pas conscience. Oui. Ils n'ont pas fait d'études. Donc ils n'ont pas voulu vous nuire en fait. Pardon? Ils n'ont pas voulu vous nuire. Ils ne se sont pas rendus compte que pour vous, le bac, c'était pas assez. Pour eux, c'était déjà beaucoup, mais pour vous, pas assez. Pour moi, non, c'était pas assez. Oui, mais eux ne pouvaient pas le savoir. Ils vous regardaient avec leurs yeux. Et avec leurs yeux, avoir le bac, c'est énorme. C'est pire, en fait. C'est pire. C'est que ma mère, elle aurait voulu qu'on fasse de grandes études. On est très loin, mais tu te débrouilles sans nous maintenant. Sa perversité va jusque là. Pourquoi c'est pervers? Parce que je trouve que... Parce qu'elle savait très bien, parce qu'elle nous l'a dit pendant très longtemps. Tu vois, fils de machin, fils d'un tel, fille de truc bidule. Tu vois, ils ont de l'argent, eux, ils réussissent. Nous a fait sentir le problème que nous, on n'a pas d'argent tous les jours. Que
que donc pour vous, ça sera plus dur, il faudra vous travailler. Mais il faudra que tu ailles loin aussi. Et on a toujours été dans cette schizophrénie-là de se dire, mais attends, comment tu veux qu'on y arrive, enfin nous aider un peu quand même, à un moment donné. Parce que plus ça va, plus il va falloir nous aider. Alors que eux, plus on avançait, moins ils nous aidaient. En fait, je sais plus, moi j'en suis à un endroit dans ma tête où je sais plus distinguer si ce que ma sœur raconte est la vérité ou pas. C'est Je te ça la la traiter vérité. de sale pute, machin. Voilà. C'est ça la vérité. Et C'est son ressenti. C'est pas, il n'y a pas de vérité universelle, il y a des vérités. c'est ça. Et la vôtre, hein. La vôtre, bah, je suis à la recherche. Est-ce que vous arrivez à être en contact avec votre vérité ou vous êtes tellement submergé par la vérité des autres que vous n'y arrivez pas? J'arrive à comprendre une chose, on va dire, un peu chez moi, c'est qu'il je pense qu'il y a des belles choses à l'intérieur de moi, mais pour l'instant je suis envahi par le noir, par les choses négatives. Et d'ailleurs à ce propos-là, les gens me voient assez comme quelqu'un d'assez négatif, à l'extérieur, d'assez pessimiste. D'assez pessimiste. Cynique, pessimiste. Sur, concernant votre propre sort ou concernant Le monde. le monde? Ça va, Aujourd'hui, vous sentez ça le monde? Non. Non, je commence, hein, je dis bien. Je commence à rencontrer, même à mon âge, des amis, on va dire. Même à votre âge, on dirait que vous avez 60 ans. Non, je veux dire, moi j'ai 36 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon âge, si on se dit, à 20 ans, on se fait plein d'amis. Oui. À 36 ans, si on se dit que demain encore on va découvrir quelqu'un qu'on a envie de revoir par hasard et qu'on a vu pour la première fois. Oh non, c'est des amis à tout âge, même ceux qui... Bah ouais. Voilà. Mais là, ouais, je trouve ça chouette. Je n'étais pas sûr. Bien sûr. En fait, oui. Des gens qui découvrent celui que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Sans être encombré par celui que vous étiez hier. C'est bien dit. Si on pouvait arrêter de se dire que de moi, que je suis en fait pas catégorique, pas agressif, pas impulsif, ça serait pas mal. J'en fais un paquet, les trois. Et vous en pensez quoi? Vous vous sentez comme ça? Ou pas? Ah mais je suis d'attaque, hein. Je suis complètement d'attaque. Ça c'est clair. Je suis un mec à l'attaque. Est-ce que vous vous dépêchez de prendre la parole par peur d'être submergé par Ouais, il y a le des sentiments comme ça. Ouais. Ça on en a parlé aussi à orthophoniste. C'est classique, c'est même pour ça que les gens parlent vite. Peur de ne pas avoir la parole, le petit garçon il avait la parole, le petit dernier ou pas? Il avait mot à dire ou pas? Ouais, faut que je revienne de mes souvenirs. Ou il était le dernier à prendre la parole, voire pas du tout? Il ouvrait la bouche. Et puis de toute façon, De toute je façon, suis plus petit. le plus petit n'a rien à dire. C'est pas qu'il a rien à dire, il fallait qu'il la place, sa parole, c'est un peu difficile. Quand tout le monde l'a déjà prise, quand tout le monde a déjà donné son point de vue, il reste plus beaucoup de place pour C'est elle. ça. Et puis de toute façon, je suis plus petit. Donc ça, Donc tu peux pas comprendre. Voilà, Oui, non, mais tu racontes. voilà. Il n'est pas encore assez grand pour avoir un point de vue. Mais ça, je peux le comprendre, je veux pas de haine là contre pas. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ce que je peux comprendre moins, c'est que ma soeur a continué comme ça avec moi. Quand je passe le seuil de la porte de mes parents, c'est évidemment, c'est quasiment, je baisse la tête déjà. Quoi. Et je suis tellement quelque chose d'autre. Je suis tellement loin, on va dire, culturellement d'eux. Si loin. Si loin, et pourtant pas si loin. Parce que quelque part, je resterai toujours quand même le fils d'ouvrier. Chose qui me pèse. Chose qui me pèse énormément. En quoi vous le sentez dans votre quotidien? Encore une fois, je vous le dis, c'est le côté où je ne me considère pas avoir le droit de mériter d'être autre chose que ce que la société me donne le droit d'être. Vous pensez que ça vient vraiment des autres? Vous voudriez dire que je le transporte avec moi? Oui. Oui, sûrement.
seule personne qui peut vous rendre légitime, c'est vous-même. C'est ça, à ce moment-là, ça revient toujours au même. Vous ne pouvez pas renaître dans une autre famille et personne ne va vous accorder la légitimité que vous ne vous accordez pas. Le jour où vous vous sentirez légitime, on vous verra comme quelqu'un de légitime. Je me dis, quand on me regarde, la façon dont je bouge les mains, dont je suis, dont je parle, on se dit, fils d'ouvrier. Qu'est-ce que les gens vous disent? Non, je me le dis. Moi, je me le dis. Vous le dites? Je me le dis toujours, je veux dire, c'est pas encore fini ça. Ça pourrait être fini, non? Oui. Mais je me le dis toujours. J'ai l'impression que je ne cesserai jamais de me le dire. Même si ça avance. Est-ce qu'il y a des côtés positifs dans le fait d'être fils d'ouvrier? Qu'est-ce que vous avez chez les ouvriers? J'aime ces ouvriers. Non, c'est plutôt la voix VOX politique qui porte, qui me touche moi. Et c'est ça que je porte en moi. Être un homme de conviction. C'est ça. De cette époque-là que ça rappelle. Voilà. Alors donc vous pouvez être fier d'être fils d'ouvrier? Je devrais, ouais. Ouais, je devrais. Mais en même temps, il y a un truc qui me monte. Il y a un truc qui me. J'ai le paradoxe, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, je crois récemment. C'est le paradoxe de ce fils d'ouvrier qui a tout pour réussir et qui a du mal à réussir dans cette France vieillissante. Je suis quelqu'un d'assez volontaire. Mais ma volonté, elle s'arrête jusqu'où elle pourrait me faire du bien, on va dire. Vous arrêtez toujours un cran avant. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être conforme à votre caste. C'est ça. Le labeur, la sueur, jamais de vacances, jamais de reconnaissance. Je ne mérite pas. Finalement, vous êtes très fidèle à votre famille. D'avoir coupé les ponts extérieurement ne donne que l'illusion que vous avez coupé, mais vous avez tout sauf coupé. Et ce qui est marrant, c'est ce que vous dites, parce que ça se recoupe aussi avec les enfants quand je suis à l'école. Quand je leur parle, quand je commence à être plus à l'aise avec eux, on va dire. Parce que cette fois je suis un peu tendu, mais ça va, ça se passe de mieux en mieux. Quand je suis plus à l'aise avec eux, je commence à leur parler un peu, pas politique, mais un petit peu, j'ai le droit, de conscience politique plutôt. Voilà. Et c'est vrai que là d'un coup, je suis fier de ce que je fais. C'est marrant, parce que je ne devrais pas. Alors que je travaille dans un lycée UP, du 14e arrondissement, des gens vous sentez... que je ne côtoierai jamais, que je n'ai jamais côtoyé. Ça c'est... Le hasard a bien fait les choses. Vous avez mis en circonstance là, pour travailler votre problématique. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Là je suis le virus du lycée, oui. Voilà, et nous dans la bergerie. C'est ça. Et là vous vivez bien votre statut de loup. Ouais, parce que je suis honnête en fait. C'est là où je me dis, je suis pas arrêté désespéré. Je suis honnête en me disant, je resterai toujours un tel, je leur dirai jamais ce qu'il faut faire. Non, c'est juste leur faire, justement. J'essaie juste de leur donner l'ouverture suffisante pour pas seulement écouter ses parents. Ouais. Voilà. C'est honnête. Pour pas seulement écouter ses parents. Pour pas faire révolution, vous voyez, parce que je pourrais très bien dire, voilà, mais c'est un peu un côté, attention, bon, on n'est pas obligé de suivre ses parents, on n'est pas obligé de coller à la classe de laquelle on vient. Et qu'est-ce qui fait que dans ce contexte de l'enseignement, vous n'êtes pas survolté au point qu'on vous rejette comme ailleurs, et que vous êtes calme pour leur dire les choses? Donc là vous avez le sens de la mesure. J'ai un espoir. Il y a un espoir avec les je suis devant des enfants, je suis devant des gens, hein, je parle à des gens devant moi. Et je me dis, c'est encore souple. Encore, je suis pas du prosélytisme, je sens que... Non, mais je veux dire, je me sens proche d'eux. Est-ce que vous avez l'impression de suffoquer au milieu des adultes, d'avoir l'impression que... Je me sens pas très bien. Il y a même des milieux où je suis très très mal à l'aise. Mais alors là, dans ces cas-là, j'ai l'impression de passer pour un fou. Voilà. Ah bon? Ah oui, alors vis-à-vis de ma voisine, par exemple, ça se passe comme ça. C'est-à-dire? J'ai tout essayé. Ça se passe pas bien. J'ai tout essayé, j'ai essayé la version agressive. Ça, la version très calme. Alors c'est pire, imaginez quelqu'un agressif qui est très calme.
Ça fait flipper, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe avec la voisine? Il se passe, c'est qu'elle me prend pour un... Enfin, c'est qu'elle me fait passer pour un fou. Enfin, j'ai l'impression qu'elle me fait passer pour un fou, mais je crois qu'elle me fait passer un peu pour un fou, hein, quand même. Mais il se passe des mésententes classiques. Hein, c'est elle la première qui a commencé à faire la guerre, parce que je mettais du linge séché dans mon couloir, que j'empiétais, elle est toute nouvelle, hein, voilà, plus tard, mais elle a commencé à poser sa loi parce qu'il était le fils du propriétaire, et il est allé au syndic. Moi je suis locataire, j'ai pas de droit. Et voilà. Et au final, je peux vous assurer. Au final, c'était moi qui me suis senti mal à me dire, mais c'est moi le fou. Vous l'avez reçu? Pas un moment, elle a douté. Pas un seul moment, elle m'a donné du crédit. Pas un moment de la discussion, j'ai eu du crédit. Pas un moment. À la fin, j'ai l'impression que j'avais tout fait mal. Vous vous êtes rendu compte de la spirale dans laquelle vous vous engouffriez assez facilement? Et ça, grâce à vous. En fait, grâce à vous. Là, je vous l'avoue. Est-ce que vous avez pu revisualiser la scène en vous amusant de la situation? Ou est-ce que c'est encore très émotionnellement prenant? Mais en fait, il y a... Oui, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que je m'autorise pas à en rire. Ouais. J'ai envie d'en rire, donc comme vous me dites, je pourrais en rire et me dire, je suis fou, quoi, c'est n'importe quoi, finalement. Et en même temps, il y a un truc qui me retient à l'intérieur, qui me dit, si tu commences à en rire, c'est que, à mon avis, après tu vas commencer à plus pouvoir la détester. Alors j'essaie de refouler ce truc-là pour garder en moi la flamme. La flamme de attention, la guerre elle n'est pas finie. Ah, vous entretenez la flamme de la guerre, c'est intéressant. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est bien. Ce qui est bénéfique pour vous, c'est quand même d'arriver à un état d'apaisement par rapport à ça. C'est pas d'entretenir la haine. Vous n'allez pas souffler sur la flamme quand même. Le problème c'est que je les prends tellement pour des cons. Non mais c'est... Je peux m'énerver tout seul. Il faut qu'exploiter un filon. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et maintenant dès qu'il y a un peu de bruit, je deviens fou, quoi. J'ai frappé au mur cette semaine. Ah, ça a été la phase attention. Je me suis dit, que me dirait mon docteur? Qu'est-ce qu'il me dirait là? Il irait peut-être me calmer. Bah oui, parce que vous renforcez le scénario. Il se place tellement dans le rôle du bourreau qui est très confortable. Si vous alimentez la victime, vous renforcez le bourreau. Ouais. Et puis j'avais noté un truc, tu peux regarder? Oui, bien sûr. J'avais noté un autre truc finalement qui m'a fait rebondir en parlant de ça. Je vais un peu sur lui. C'est ça, ces sentiments, j'ai noté, je me sens coupable. Coupable de quoi? Alors voilà, et j'ai mis mais de quoi? Je me sens coupable. Nous nous posons la même question alors. Je me sens coupable beaucoup en fait. À plein d'endroits. Coupable d'exister? Ah, c'est moi. Je me suis vu déçu, je me suis senti déçu de moi un peu cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais vous le dire. Parce que je me suis énervé contre un élève. Et ça, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps, vous voyez. Pas tout le temps, j'essaie au maximum de faire attention. Dès que l'élection est arrivée à ce moment-là, enfin bon, le truc parfait, génial, tout le monde me voit en train de m'énerver contre un élève, on n'aime pas ça. Donc je me sens pas mal à l'aise, mais en fait je me dis, et je continue, hein, je vois tout ce qui se passe, hein, et je continue, je vais au bout. Je lui dis, c'est pas le moment, enfin, bref. Je lui dis, c'est pas le moment, voilà. En fait, je sais que j'aurais pu ne pas m'énerver. Mais je me suis quand même énervé. Et vous l'expliquez comment? De m'énerver. Ouais. Voilà. Je me suis senti ça vous énerve encore plus du coup. De m'énerver? D'être coupable, de vous être énervé. C'est sans fin. Alors c'est même plus compliqué. Je me suis senti coupable et en même temps je me suis senti bien. Ah. Ne me faites pas...
Vous êtes senti légitime à vous mettre en colère. Ouais. C'est une bonne voie. C'est mauvais ça? Non, non, bonne voie là. Vous Dit... prenez votre place. Vous n'avez plus honte de vos émotions comme la semaine dernière. Vous les acceptez, et vous les ressentez comme légitimes, là, vous avez ouvert une porte. Vous êtes encore un peu coupable, mais bien quand même, de dire les choses. Vous êtes en train de vous installer, là, c'est bien. Vous installez dans votre corps déjà, avec vos émotions. Mais après, il y a toujours le sentiment fort de culpabilité, fort de se dire, est-ce que je n'aurais pas pu faire autrement? Voilà. Est-ce que c'est normal, pour vous? Hausser le ton parfois quand il le faut, faire preuve de fermeté, oui. On ne peut pas toujours y couper, mais vous êtes ouvert au dialogue. C'est ça. C'est pas un état d'esprit, une attitude généralisée chez vous et systématique. C'est dans des circonstances appropriées que vous êtes énervé. Voilà, ça encore une fois, vous voyez, un long travail que j'ai fait, parce que les années précédentes, j'avais la réputation d'être un professeur dur. Il y avait cette rumeur, ce professeur dur, professeur sévère. Quand ça gueule dans le couloir, on sait que c'est on sait qui c'est. On sait qui c'est, et on n'aimerait pas être à la place de l'élève. Et je ressens que ça va décrescendo au fur et à mesure des années. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais commencer à compter le nombre de fois que je me suis énervé en un an. C'est bien. C'est bien, oui. La première année, j'étais très... C'est parce qu'on m'a donné plus de légitimité dans ma hiérarchie. Ouais, on m'a donné plus de... On m'a plus renseigné, il y avait plus de dialogue et forcément tout va mieux. Donc plus votre légitimité croît, plus votre colère décroît. C'est ça. Mais sinon si, oui, je me suis quand même énervé pour des mauvaises raisons. Encore 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pour des mauvaises raisons, je me suis encore pris la tête. Il y a l'épisode CAF, qui est un épisode très sympathique, mais je pense que je peux en parler. Et il y a l'épisode je vais chez Lidl, faire mes courses, oui. Je m'arrive. Et je vais à Lidl, et là j'avoue que je me suis senti bien et mal. Le parfait endroit où on sent ni bien ni mal. Tiens, c'est marrant quand même. Qui je suis dans cette société? C'est la question que je me suis posée à la fin de cet épisode. Bon, j'ai mis mon sac, je fais mes cours, mes tomates, machin, et puis j'arrive près des caisses. Bon, c'est un peu toujours le bordel, hein, Lidl, les caisses. C'est la cohue, c'est le marché quoi. C'est le marché aux puces. Et je passe devant le rayon légumes, frais, et il y a un gars qui est dans le fil, bon, qui apparemment avait du mal à parler français, et il me demande, il me fait comme ça, il fait sac. Et je lui dis, après je vois son doigt, il se dirige vers les sacs pour mettre les tomates, vous voyez. Voilà. Et genre il donne un sac, j'imagine que chez Lidl ils sont payants les sacs, bon je ne vais pas aller dans le détail. Il me fait sac. Et je lui dis, ouais, s'il vous plaît, juste. Juste s'il vous plaît. Et je vais te le donner, mais dans ma tête, ça c'était le sous-entendu, je vais te le donner, mais moi juste s'il vous plaît. Et puis il me fait sac. Et j'ai dit, s'il vous plaît, non? Et là-dessus, et c'est là c'est horrible, là-dessus il y a une dame d'un certain âge qui me devance, prend le sac et elle le donne comme ça. Et ça se termine en me regardant, elle me regarde, elle me dit, quand même. Et elle s'en va. Et alors là, je me suis senti super mal. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est qui le con? Qui est le con? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je suis de droite, je suis d'extrême droite, je suis un gros paternaliste, c'est qui elle est catho, c'est une catho, c'est ça, c'est une grosse catho. En fait, j'avais vraiment l'impression que quand il a tendu le sac, elle lui donnait une pièce d'or, quoi. Ouais, la charité, mon pauvre homme. Et puis, regarde cet homme-là, qui veut t'apprendre à parler français. Plein de pensées se sont bataillées dans la tête en me disant, mais dans quel monde je vis? Dans quel monde je vis? Et où je suis, moi, placé dans ce monde? Pour chaque acte du quotidien, vous avez le même questionnement, le même bouillonnement? Ça peut arriver. Ah ouais, ça peut arriver. Parce que c'est une lutte perpétuelle avec moi-même. C'est une lutte perpétuelle avec qui je suis. Donc ça me fait peur de savoir qui je suis, pardon. Oui. Excusez-moi. Ça me fait peur de savoir qui je suis, du coup.
Parce qu'en allant dans des visites comme ça de moi-même, ça m'emmène à un endroit que je n'ai pas forcément prévu. Et qui me fait découvrir forcément quelque chose. En fait, j'ai plutôt envie de l'inventer, c'est quelque chose qui va. J'ai plutôt envie de m'inventer. Et voir s'il y en a un impasse où je vais arriver, je peux pas le changer, là où je pense façon de penser là, mais j'ai peut-être tort. Elle aurait pu croire que j'ai tort, mais là, tu veux me dire, quand même. Elle pouvait me le dire. Et elle, c'est pareil. Donc on est dans une société, sac, quand même. C'est ça la société d'aujourd'hui. On se dit deux mots. On borborigme. Sac, s'il vous plaît, quand même. Voilà, notre trilogue, c'était ça. Et du regard condescendant d'un côté, un geste animal de l'autre, de sa part, tout ça, c'est vraiment genre, s'il te plaît, enfin, on n'est plus dans le. Et puis moi, au milieu, qu'est-ce que je fais? Vous aspirez à quel modèle de société là? Comme je ne suis pas croyant du tout, le doute est pour moi la clé de voûte de la société d'aujourd'hui et de demain. Enfin, c'est la clé de voûte du rêve. Politiquement, si on voulait. Voilà. Si politiquement la société que je voudrais, c'est une société qui prend en compte qu'on est des êtres qui doutons, quoi, c'est tout. On est des êtres qui doutons et qu'on ne peut pas savoir. On dirait que tout vous affecte en permanence. Que vous êtes ultra concerné par tout le temps, à chaque seconde. Vous sous-entendez que je pourrais des fois me déconnecter? Non, être d'avant plus détaché, moins partie prenant. Oui, il faudrait pouvoir s'en détacher. Il faudrait être une chiffre molle. Non, pas être une chiffre molle. Et puis voilà, ça s'est poussé, ça s'est porté, puis voilà. Être conscient. Rien dire. Oui. Non. Être conscient des choses, vous voir, ne pas être dupe. Votre regard peut dire j'ai vu, mais ne pas. Ah oui, d'accord, ne pas interagir. Voilà. Oui, c'est vrai. Ou juste en 2-3 mots glisser un petit truc qui fait que l'autre peut changer ou pas. Et vous savez, les gens ils sont comme ça. Hein. Si je pouvais m'asseoir sans toucher ou regarder l'autre, ce serait encore mieux dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je suis installé, je t'ai poussé, je suis parti, on s'est même pas parlé, on s'est même pas regardé. Je t'ai bousculé, j'en ai rien à foutre. Je suis parti, tu m'as rien dit, va te faire enculer. Voilà quoi. Ok? Vos journées ne sont pas que ça. Non, ça va. Puis c'est pas grave en soi. Mais comme vous dites, j'ai du mal à. Je devrais pouvoir me détacher. Oui, je devrais. Vous pensez qu'il faudrait que je me détache? Oui. Parce que ça vous mobilise énormément d'énergie, tout ça. Beaucoup de carburant dépensé pour pas grand-chose. Est-ce que vous ne pouvez pas ne vous contenter d'enseigner finalement à qui veut, à qui souhaite, qui est en désir d'apprendre ou de se remettre en cause, et ignorer ceux qui n'en ont pas l'envie? Ah ouais. Ils ont peut-être leur raison. Oui, vous avez peut-être raison. Leur droit. J'ai peut-être un succès d'année de républicanisme en moi, inhérent à où je suis. Et ce désir d'égalité, c'est absurde. Tu vois, je souffre de cet idéal-là. De voir que ça communique. Après, bon, j'ai pas la solution. Est-ce que vous ne pouvez pas juste vous réjouir de ce qui change positivement et le reste, contenter de le voir, mais sans être affecté? Oui, c'est vrai. Par la bouteille, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais des fois, je le vois le verre à moitié plein. Vraiment. Là, cette semaine, Yannick m'a téléphoné et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone. Et je lui ai dit, et c'est même moi-même qui lui ai dit, là, si tu vous venez de lui dire. Tu vois, moi, dans la vie, j'ai même dit, moi, dans la vie, je vois les choses plutôt dans le bon sens que dans le mauvais sens. Je vois plutôt le verre à moitié plein que toi, tu vois le verre à moitié vide. Céline, ça va pas, c'est dommage. Et c'est moi qui l'ai dit. Et je lui ai dit, c'est marrant, t'as vu, j'ai dit ça. Il me connaît pourtant. C'est étrange. Je sais bien, j'étais content. Tiens, comme s'il est content. Vous êtes content? Bon, ça se voit. Et ouais, c'est ça, c'est arriver à avoir moins de. Arriver à avoir moins de prise. Et c'est ça. Et vous pensez pas que c'est injuste de faire ça? D'accepter d'enseigner aux gens que les gens qui ont envie, aux gens qui ont envie qu'on leur apprenne quelque chose? Vous pensez que c'est juste ça?
que je me contente donc de faire quelqu'un que je vois qu'il a envie d'apprendre quelque chose, mais pas de regarder les autres. Les autres, alors je les oublie. Pas les oublier, mais ne pas mobiliser autant d'énergie vis-à-vis d'eux. Juste les voir dans leur spirale, dans leur logique. Peut-être même les regarder droit dans les yeux ou glisser une petite phrase comme ça, l'air de rien. Mais les laisser libres de apprendre la petite phrase ou votre regard de ne pas le prendre. Ils comprendront quand ils comprendront. Peut-être qu'il faudra que 10 personnes comme vous leur glissent un petit geste pour qu'il y ait une petite marche qui... C'est ça. Mais ne pas en faire une affaire d'État à chaque fois. Pour le moindre truc, être au taquet sur le moindre... Ça non, je ne laisserai pas passer. Ça non, ça non plus, et ça non plus, et ça non plus, mon gars. Se calmer un peu plus sur laisser libre de... C'est leur moment de comprendre ou pas. Hein. La seule chose que vous pouvez... Il ne s'agit pas d'être complaisant, il ne s'agit pas d'être aveugle non plus. C'est un truc que j'ai encore du mal à faire, hein, ça, à faire passer cette petite phrase-là. Ouais. Et même généreusement, parce que je pense que ça passera beaucoup mieux si c'est généreux. Si vous voyez quelqu'un dans sa spirale, vous lui glissez juste une petite perche qui est dans les sables mouvants, ou lui lancez une petite une corde. Il la prend pas, il la voit pas. Mais là, je sais pas, généreux. Dites-moi, qu'est-ce que j'aurais pu bien dire à cette vieille femme-là, quand elle m'a dit quand même. La première chose que j'avais envie de lui dire, moi seulement, c'était mais madame, je crois que vous ne comprenez pas qui je suis. Elle a interprété la scène à sa façon, chacun interprète. C'est ça, chacun a interprété, mais je crois que personne n'a la même interprétation. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Ah ben ça sera toujours comme ça, hein. Pour le meilleur, pour le pire, on est tous dans une interprétation de la vie. Chacun est dans sa réalité. Oui, il y a les faits, puis il y a la manière dont on les regarde. On a tous un filtre par rapport à l'histoire qu'on a eue, ce qu'on a compris ou pas encore compris de la vie. On a tous un filtre. Ça, vous n'y pouvez rien. Je suis arrivé à ne pas me juger trop. On n'a ni tort ni l'un ni l'autre. Chacun a ses raisons. Voilà. Chacun a ses raisons. Oui, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai tort? Mais c'est bon, et ça, cette position que j'ai, je la... Vous pourriez oublier ça, et juste regarder l'autre dans sa vision, et puis une fois rentré chez vous, très tranquillement, le soir, faire le tri de visionner les rushs, parce que vous êtes en magazine dans votre journée, tous ces gens que vous avez croisés. C'est bizarre, mais c'est le problème, c'est que j'y arrive pas. C'est corporel, quoi. Ça part, mais faut laver, quoi. Et ça reste imprégné, voilà, c'est physique. Mais vous pouvez prendre un temps de tri à un moment donné de la journée pour juste réentrer dans la vision des personnes que vous avez pu croiser. Et à ce moment-là, vous remettre en cause, mais très tranquillement. Mais alors, où ça mène, cette façon de regarder l'événement dont vous m'avez parlé? Si je le regarde sous cet angle-là, si je le regarde sous cet angle-là, si je le regarde sous cet angle-là. Faire un petit peu la synthèse du tout, faire un peu la part des choses très tranquillement, au lieu d'être remonté sur le coup. Juste emmagasiner le point de vue de cette dame, le point de vue de cet homme avec son sac. Mais ce qui me bouffe encore, c'est que je sais pas... Et d'être extérieur à vous-même et regarder et votre point de vue. Vous avez déjà trois angles d'attaque pour un même événement, 3 personnages qui regardent. Et vous pensez que ça pourrait me satisfaire? Malheureusement, ça ne me satisfait pas. Parce que je ne serai jamais sûr de ce qu'il pensait vraiment. Peu importe, j'ai un problème avec ça. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ah ouais, pour vous ça n'a pas d'importance. C'est ce que ça révèle chez vous qui est intéressant. Ce que ça révèle chez moi? Ah oui, d'accord. C'est l'interprétation, les sensations que ça a pu déclencher chez vous qui sont importantes. Il n'y a pas de vérité pure. Je trouve ça atroce, c'est horrible qu'elle me prenne pour un... Elle croit, dur comme fer, qu'elle avait raison. Oui, sans doute. Ça me tue, ça. Ah mais ça, c'est son problème à elle. D'accord. J'ai pas à m'en préoccuper, c'est ça? Ok, j'ai pas à m'en préoccuper. Vous êtes ouvert à la subjectivité du monde, d'autres n'y sont pas. Ils ont la vie qu'ils méritent. Ils comprendront peut-être un jour que le monde n'est pas comme au journal télé, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y en a la vérité multiple. Ça, j'en suis persuadé. C'est ça c'est malheureusement ça mon assise. Mon assise intellectuelle, on va dire. Et ce qui est horrible, c'est cette assise, évidemment, c'est un immense... Ça le mouvant. Alors ça gêne tout le monde, évidemment.
Et ça gêne, ouais, ça gêne beaucoup. Ça gêne énormément. En fait, les gens, ils n'arrivent pas à ça. Et moi, je l'admets. C'est pour ça qu'on est plus heureux quand on est croyant. Parce qu'on n'a pas de ça mouvement sous les pieds. On est sûr. La foi. Moi, je n'ai pas ça. Forcément, on est un peu plus malheureux quand on est pas croyant. Parce qu'on a. Quand on regarde nos pieds, c'est meuble, quoi. Mais vous avez une certitude comme tout le monde. La certitude de ne pas en avoir. C'est ça. Tout. C'est vrai qu'il y a plus de gens qui soient comme moi. Qui aient des certitudes, voilà. Qu'il n'y en a pas. Tout de suite, on peut rigoler plus, en fait. Du coup, la vie est plus drôle. La difficulté d'être minoritaire. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas ça la souffrance, finalement. De se sentir un peu seul, ouais. Et donc d'être regardé comme le fou, parce que seul. C'est plus ça qui me fait souffrir, en fait. Plutôt cette solitude politique. C'est une solitude politique, on peut dire ça comme ça, je peux. Sentir, ouais, plus envie qu'il y a des gens qui soient moins sûrs d'eux, les gens. Qu'on soit moins sûr de ouais, il faut pas être sûr de soi. Hein. Mais la vie se chargera de les faire douter. Ça ne vous rassure pas? Ah, j'ai jamais pensé à ça. C'est la première fois que j'entends ça. Et moi, du coup, j'ai peur de changer. Non, j'ai peur. Je veux dire, j'ai peur d'aller dans le non-changement. J'ai peur de me scléroser. J'ai peur de m'enfermer dans un truc que je crois être certain. Ça me fait peur. Vous avez ça, peur c'est ma petite peur à moi. Oui. Vous avez peur de vous-même, là, c'est le seul domaine où vous avez peur de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait craindre de vous scléroser? Ouais, parce que j'ai vu mes parents le faire, voilà, d'accord. Ils se sont enfermés. Ils sont fermés un peu au monde, oui, c'est vrai. Oui, un peu. Plus qu'une classe d'amis, plus qu'un style d'amis, plus qu'une sortie. Vous vous sentez concerné par la destinée de vos parents? Vous pensez que ça peut vraiment vous arriver à vous aussi? Ou est-ce que vous êtes réellement différent? Ou quelque chose qui vous habite qui est... Je pense que je suis réellement différent. Oui, je suis réellement différent. J'obéis au même réflexe, malheureusement, de classe, comme on en a parlé beaucoup. Mais fondamentalement, je suis différent, quelque part. Vous avez plus de latitude qu'eux. J'ai beaucoup plus de latitude qu'eux, ouais. Mais ça, c'est pas de leur faute. Hein. Enfin, moi, je suis heureux d'avoir plus de latitude. C'est une chance que vous vous êtes donnée vous-même? Non, c'est aussi un peu grâce à eux. Bien sûr. Oui, si, bien sûr. Ça, c'est beaucoup grâce à moi et un peu grâce à eux. C'est quand même eux qui m'ont fait poursuivre des études, plus qu'un. C'est normal de faire que son gosse il fasse les meilleures choses possibles. En tout cas, de lui dire ce qui est possible. Juste de lui dire. Si on peut pas, ça peut arriver. Au moins de lui dire, de lui en parler. On peut très bien dire à son enfant, voilà, moi je suis comme ça, je sais pas bien écrire malheureusement, mais moi j'aimerais que toi, tu ailles visiter d'autres sphères. Et j'ai eu un peu ce discours-là de mon père. Mon père, je crois qu'il était un peu comme ça. Je ne peux pas me souvenir. Ouais, de mon père, ouais, j'ai eu ça. Je flottais là. Où il se sentait un peu désolé de ne pas pouvoir être mieux, plus, et qu'il avait le désir que nous, moi en l'occurrence, fassions différemment. Ça, je pense que c'est un bien, non? Ouais. Mais vous lui êtes fidèle d'ailleurs. À lui? Oui. Oui. Vous reproduisez aussi cette attitude. Vous excusez souvent de n'être que vous-même et pas plus.
Ouais, c'est vrai, je devrais pouvoir arriver à être moi-même. Donc vous avez du mal à excuser le monde de n'être qu'est-ce qu'il est. C'est vrai, c'est compliqué, hein. C'est un aller-retour. Mais je pense que je fais plus de mal à moi-même qu'au monde. C'est pas dans mes petites poussées comme ça, un peu méchantes, teignardes, teigneux comme ça. Ah oui, la première victime, c'est vous-même. C'est moi, voilà. Évidemment, c'est moi, la victime. Je me fais du mal. Ouais, je me fais du mal, c'est débile. Je suis d'accord, c'est débile. Ça sert à rien. Il faudrait que je dépasse. Est-ce que l'indulgence serait une bonne voie? Faudrait que je sois comme avec les élèves je suis. Je suis indulgent envers eux. En fait, je leur accorde de la valeur. Faudrait que je m'accorde de la valeur. Je leur accorde de la valeur parce qu'au-delà de ce qu'ils font comme erreur des fois, je sens, je pressens ou je sais des fois qu'ils sont mieux que ce qu'ils viennent de faire. Donc je me dis bon, ok, c'est pas grave. Je sais ce que tu es. Vous présentez leur potentiel aussi. Vous dites je sais ce que tu es, mais vous savez aussi ce qu'ils peuvent, ce qu'ils pourraient être. Oui, c'est ça. Je suis d'ailleurs plus souvent touché par leur potentiel. C'est leur potentiel qui me fait rêver. Je me dis, ouais, c'est beau là. Il y a quelque chose là. Et le potentiel du monde? Et le potentiel du monde, ouais, il y en a plein. Tu vas dire ça. En tant que bon biologiste, on va dire, il y a tellement de possibilités que c'est tellement complexe qu'on ne pourrait être qu'optimiste. Et tous ces années-là, il y a moyen de faire quelque chose de bon. Qui a bon goût. On a le droit de se le dire. Faut que je le fasse en premier sur moi, c'est ça. Finalement, l'indulgence, c'est la raison de votre colère, vous êtes très calme. Oui.